Nous y sommes. L'homme peut aujourd'hui intervenir sur son hérédité génétique. Alors, quels sont les avantages d'une telle connaissance? Comment mesurer les dangers et les risques? D'un côté, la chance de pouvoir diagnostiquer, soigner, guérir les maladies héréditaires. De l'autre, le risque de présélection qualitative arbitraire des individus. La génétique, bon ou mauvais génie? Mercredi à 20h45, la marche du siècle sur France 3. J'aimerais une voiture qui rentre là, avec des protections latérales, une direction assistée, un moteur 16 soupapes et un pot catalytique. Grande, petite et jolie. Enfin, vous voyez quoi? Tiens, quand on parle du loup. J'adore votre voiture. J'adore. Ok, marché conclu. Nouvelle Nissan Micra. Elle a tout ce que les petites devraient avoir. Parmi toutes les cartes de paiement, il y en a une qui est à l'origine des autres. Diners Club International, l'inventeur de la carte de paiement universelle. Aujourd'hui, Diners Club réinvente la carte. Pour l'amour du ciel, où êtes-vous, James? Je me suis penché sur un vieux dossier. Le spectre va pouvoir prendre une revanche personnelle. Bien joué. Les Russes ne peuvent soupçonner que les Anglais. James Bond, l'as des services secrets de Sa Majesté, vous envoie ses bons baisers de Russie. Tu peux me tuer, James. Je ne dirai rien. Dimanche 20h50 sur France 2. Demain, élection présidentielle aux États-Unis. George Bush semble avoir perdu. Pourquoi? Exclusif, l'analyse de Henry Kissinger. La presse et la télévision ont orchestré la campagne, mais elles ont changé de rôle. Pourquoi? Exclusif, en direct, Larry King de CNN, le chef d'orchestre médiatique de la campagne 92. Bonsoir. Le scandale du sang contaminé continue d'imprégner l'opinion et la classe politique en France. Avec un résultat inattendu et plutôt constructif, ce milieu politique qui s'entre-déchire à la moindre occasion est cette fois à peu près unanime pour remettre en cause le régime d'exception dont bénéficient jusqu'ici les ministres et les parlementaires sur le plan judiciaire. Aujourd'hui, l'ancien secrétaire d'État à la Santé, Edmond Hervé, est sorti de son silence. Xavier Bodin-Hulin. Pathétique Edmond Hervé. S'il sort de sa réserve, c'est qu'il s'est senti visé par les propos de Bernard Kouchner, qui dénonçait samedi les dysfonctionnements du ministère de la Santé en 1985. Dysfonctionnement du ministère, pas forcément du ministre, mais Edmond Hervé répond. J'ai toujours agi en conscience et je défendrai jusqu'au bout mon honneur. Et Edmond Hervé souscrit pleinement à la proposition de Laurent Fabius d'un jury d'honneur. Et je reprendrai, au fond, devant ce jury ou devant toute autre institution de justice, les explications que j'ai déjà eu l'occasion de donner très publiquement. Jury d'honneur, justice ordinaire ou haute cour rénovée, la classe politique est unanime. Il faut trouver une solution. Les réflexions sont en cours. Si on a quelque chose à nous reprocher, eh bien, qu'on nous le reproche devant une institution quelconque, et puis après qu'on nous dise vous êtes fautif, ou bien au contraire, non, vous n'avez pas fait de faute. Ce système de mise en cause des hommes politiques, avec lequel je suis tout à fait d'accord, c'est tout à fait nécessaire, ne se traduise pas par une paralysie de l'action gouvernementale, parce qu'il y aurait des milliers et des milliers de plaintes. Donc il faut imaginer un filtre. Je soutiendrai et je me rallierai au système qui sera proposé par le parlementaire, à la condition que ça aille vite. Des ministres qu'on puisse juger correctement. L'affaire du sang contaminé a prouvé en tout cas que notre Constitution ne le permettait pas pour l'instant. Ce n'est pas les parapluies de Cherbourg, c'est l'Arlésienne sur la Manche. Le cargo japonais qui doit prendre livraison du plutonium retraité à La Hague n'a toujours pas réapparu après son passage à Cherbourg. Claire Sébastien, Xavier Bodin-Hulin. Cherbourg attend le cargo fantôme. Mais où est donc passé l'Akatsuki Maru?
le bateau japonais qui doit charger 1,5 tonne de plutonium. 2 jours qu'on l'attend, 2 jours qu'il joue l'Arlésienne. Ce qui rend nerveux les écologistes qui continuent à manifester. Une attente qui facilite les rumeurs. Ce soir, un navire d'escorte japonais est arrivé en rade de Brest. Angola, la trêve est tombée. Les combats ont fait rage tout le week-end et ce lundi dans la capitale, Luanda. La répression des forces gouvernementales contre les hommes de l'UNITA de Jonas Savimbi est sanglante. Plusieurs chefs de l'UNITA auraient été capturés. Les capitales étrangères ont entrepris de faire évacuer leurs ressortissants. Nous ne sommes pas des terroristes, mais des militants politiques basques. Notre place n'est pas ici. Ce sont les premières paroles de Philippe Bidard à l'ouverture de son procès devant la cour d'assises spéciale de Paris composée de magistrats. Le chef historique du mouvement séparatiste basque, qui paraît Tarak, comparé en compagnie de 4 autres militants. Il est accusé notamment du meurtre de 2 CRS en mars 82 dans les Pyrénées-Atlantiques. Le procès devrait durer 1 semaine. Plus de dribbles, plus de paniers. Magic Johnson tire sa révérence au monde du basket. Il vient d'annoncer son retrait définitif de la compétition. La grande vedette des Lakers, qui est séropositif, a décidé de consacrer sa vie à la lutte contre le sida. Du bon et du moins bon pour les tennisman français lors de la première journée de l'Open de Bercy. Santoro éliminé, mais qualification ici d'Olivier Delettre face à l'Italien Pesco Solido. Résumé complet du tournoi sur France 3 vers 23h20. Visage fermé, sourire rare. Le pays du matin calme ne semble pas avoir réconcilié le couple princier. Lady Di et le prince Charles ont entamé aujourd'hui un voyage en Corée du Sud, une visite qui n'avait rien d'un voyage de noces. Et en dernière minute, cette information en provenance de Belgrade. Le Premier ministre à Belgrade, Milan Panic, a été l'objet d'une motion de censure, donc déposée dans le Parlement serbe, qui sanctionne ainsi ses efforts mesurés de conciliation en Bosnie. Aux États-Unis, dans la fièvre des derniers éclats de voix et des derniers sondages, les Américains se préparent donc à élire demain leur 42e président. George Bush, le président sortant, avait repris la semaine dernière de l'espoir et du cœur à l'ouvrage, mais ce soir, il est donné perdant, 12 points de retard sur Bill Clinton, d'après le dernier sondage CNN. À Washington, cette ville étrange, qui aux yeux du monde entier symbolise le pouvoir et dont l'élite politique et administrative change tous les 4 ans ou tous les 8 ans, selon la couleur politique du vainqueur, Washington se prépare déjà à la transhumance, comme l'ont vérifié sur place Memona Interman et Robin Teboul. Une odeur de fin de règne, une tension. C'est la fièvre du Potomac. Millie, le chien de Bush, est bien le seul à ne pas s'en faire. Car la fièvre atteint les républicains de tout poil, aux multiples échelons politiques de l'administration Bush. Au centre de presse international, Tracy Harrington est responsable pour l'Europe. Bush, elle l'adore. Elle travaille pour lui depuis 8 ans. Mais si Bush perd, elle aussi perdra son poste. Déjà, elle cache mal sa nostalgie, mais elle accepte la règle du jeu. C'est ce qu'il y a de mieux de la démocratie. Si on perd, on reviendra. C'est le système, en effet. Témoin, l'ancien porte-parole de Mme Carter, aujourd'hui chasseur de tête. J'avais dit au revoir au président Carter. J'étais revenu à mon bureau, à la Maison-Blanche. Ils ne m'ont pas laissé entrer. Ils ont dit « Désolé, votre passe n'est plus valable ». Donc ça change comme ça. Quand vous êtes hors du pouvoir à 12h01, que le nouveau président est investi, à 12h02, vous n'êtes plus rien. Je sais bien que ce ne sera pas pour toujours et c'est normal. Les gens doivent décider qui est le meilleur pour diriger le pays. Avis aux perdants. Quelques milliers de républicains devraient prospecter d'abord dans leurs États d'origine. Scénario, un congrès encore plus massivement démocrate et Bill Clinton à la Maison-Blanche. Beaucoup de gens qui emploient des consultants, des activistes de lobby ou des officiels vont se dire « Maintenant je veux un démocrate, plus un républicain ». Selon les chasseurs de tête, les équipes de Bush posent un vrai problème. Certains candidats au travail ont déjà perdu le contact avec la vraie réalité économique. La raison, les républicains sont au pouvoir depuis trop longtemps, 12 ans. La course n'est pas finie et les jeux continuent. Les derniers sondages ont redonné espoir aux républicains. Mais si Bush perd, il risque d'y avoir quelques nouveaux chômeurs.
Je suis Tracy Harrington, 31 ans. Je cherche un emploi. Si quelqu'un en France travaillant pour une société américaine a besoin d'une personne pleine d'initiative, travailleuse, appelez-moi. Qu'est-ce qui a donc coulé George Bush? Passé sans transition apparente de l'image du Superman du nouvel ordre mondial adulé des sondages à la caricature du candidat accablé par d'énormes difficultés intérieures. Écoutez le point de vue d'Henry Kissinger. Kissinger, éminence grise, observateur chèrement coté des affaires américaines et internationales, républicain en principe, puisqu'il fut le secrétaire d'État de Nixon et de Ford. Kissinger est très critique du bilan intérieur de George Bush. Il nous le dit en exclusivité. Il y a un an, si George Bush, au début de la récession, avait montré qu'il s'intéressait à la crise, qu'il avait un programme concret qu'il imposerait au Congrès, les Américains qui lui sont aujourd'hui hostiles, à cause de son manque d'intérêt apparent pour l'économie, l'auraient sans doute soutenu. Une des raisons de son échec, c'est qu'il pensait sincèrement qu'il n'y avait pas de problème économique, que l'économie reprendrait au moment de la campagne. Et il n'a pas compris, selon moi au moins, que s'il avait fait quelque chose l'année dernière, ça ne lui aurait fait que du bien. Et si l'économie n'était pas repartie, il aurait eu au moins une matière pour rebondir. Ça a été une grave erreur. Deuxièmement, il s'est fait beaucoup d'ennemis chez les femmes. Celles que je connais, qui sont de milieux aisés et qui devraient donc voter 100% républicain, sont plus qu'hostiles à Bush, et tout cela à cause de ses positions anti-avortement. Il y a l'économie, il y a l'avortement, il y a aussi les boulets que traîne George Bush sur certains terrains de la politique étrangère, dont il avait fait pourtant sa priorité. Morat Aïda Bush. Le scandale de l'Iran Gate poursuit George Bush. Vendredi dernier, nouvelle révélation dans cette affaire, l'ancien secrétaire à la Défense, Caspar Weinberger, est inculpé. Ses notes personnelles montrent que Bush était au courant du marché passé avec l'Iran. Des armes avaient été vendues à Téhéran contre la libération des otages américains au Liban. Bush se défend et dément catégoriquement. Sa crédibilité en prend tout de même un coup. Crédibilité qui décline lentement, mais sûrement depuis la guerre du Golfe. Les médias américains ne cessent de le répéter. En dépit de l'opération Tempête du désert, Saddam Hussein est toujours là et la presse d'ironiser. George Bush part et le raïs de Bagdad reste. Saddam Hussein est la véritable bête noire de George Bush. La malédiction irakienne va s'acharner. Bush, pendant la campagne électorale, a également été éclaboussé par l'affaire de l'Iraq Gate. Entre 83 et 89, une banque d'Atlanta a débloqué 4 milliards de dollars pour l'Irak. Les journalistes en ont déduit que Washington avait soutenu l'effort de guerre de Saddam Hussein. George Bush, qui a toujours privilégié la politique étrangère sur la politique intérieure américaine, croyait dur comme fer qu'elle le mènerait à la victoire au présidentiel 92. Pari perdu, visiblement, l'échec est patent. Tout au long de la campagne, qui a duré près d'1 an, la presse et la télévision ont, comme à chaque fois aux États-Unis, joué un rôle majeur. Mais cette campagne 92, qui ne ressemble à aucune autre, a transformé ce rôle et a intronisé un homme qui n'est pas un candidat, qui n'est pas un journaliste, qui est un animateur de talk-show et qui est devenu en quelque sorte l'homme orchestre de l'élection. Il officie sur CNN, il porte des bretelles, jamais de veste à l'antenne. Si vous avez le câble, vous l'avez reconnu. C'est Larry King qui nous fait l'amitié d'être en direct avec nous ce soir. Good evening, Larry. Bonsoir Larry. Bonsoir Christine, je suis content d'être là. Alors, vous avez reçu à plusieurs reprises tous les candidats dans votre émission et ces 3 derniers jours, vous les avez eus tous les 3. Alors, pourquoi est-ce que vous, Larry King, êtes devenu le faiseur de roi de ces élections? Écoutez, j'en sais rien. Vous savez, ça c'est quand Ross Perot est venu en février, c'est là que ça a commencé. Finalement, cette émission, elle existe depuis 8 ans. Nous avons beaucoup de téléspectateurs, il y a beaucoup de gens qui nous regardent et pendant la guerre du Golfe aussi, nous avons une audience tout à fait considérable. Alors on n'était pas inconnus, mais le 20 février, lorsque Ross Perot, lorsque j'ai posé la question dans quelles circonstances il serait candidat à la présidence, et à ce moment-là, Perot m'a dit, bah, écoutez, si je suis présent dans les 50 États, à ce moment-là, je ferai une grande campagne. À partir de ce jour-là, de ce soir-là, lorsque des millions de gens ont réagi à sa proclamation, nous avons eu un succès croissant et les autres
autres candidats ont compris que c'était l'émission où il fallait aller. Ils sont allés dans d'autres émissions aussi. Et ce type de talk show est venu vraiment le dernier endroit où on le cause pour les candidats. Quoique les raisons sont évidentes, il y a un contact direct avec le public. Écoutez, Larry, mais comment expliquez-vous qu'après Perrault, tous les candidats aient ensuite court-circuité la presse traditionnelle? Écoutez, il faut leur poser la question. Hein. Moi, ce que je suppose, c'est qu'ils n'en avaient pas besoin. Avant le câble, avant CNN et les autres, la seule façon de rencontrer les candidats, c'était au journal du soir, sur l'un des 3 networks, ou bien le dimanche matin lorsqu'on en parlait. Mais nous ne recevions jamais, nous ne voyions jamais un candidat pendant la semaine, si ce n'est pendant 30 secondes dans une émission d'information. Et puis alors soudain, nous avons eu nos émissions d'1 heure, d'1 heure et demie. L'opinion public s'est passionnée pour les candidats. Et puis des conversations à double sens. Le public appelle, téléphone, les candidats répondent. On pouvait du jour au lendemain parler par téléphone au président des États-Unis. Lorsque cela s'est produit, tout le journalisme à l'ancienne est devenu un peu vétuste. Bon, écoutez, ne bougez pas. Je suis sûr que vous serez intéressé d'entendre l'avis de Kissinger sur le rôle de la presse. Il estime, lui, que la presse traditionnelle a tout fait pour mériter le pire. Il le dit à Pierre Freudenreich. La presse ne peut plus continuer comme ça. Elle est devenue partisane et c'est flagrant. La presse ne se limite plus à rapporter les nouvelles, maintenant elle les fabrique. Même les journaux qui sont pour Bush sont tout autant partisans que ceux qui sont pour Clinton. Sauf qu'il y a plus de journaux pro-Clinton que pro-Bush. Mais la différence d'opinion ne me dérange pas. Si 80% des journaux montrent qu'ils soutiennent un camp ou un autre à travers leurs éditos, c'est une chose. Mais la couverture de l'actualité, ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas, la manière dont on couvre l'actualité, les titres, tout cela devrait être remis en cause, sinon c'est la mort du journalisme aux États-Unis. Larry King, vous êtes d'accord avec l'analyse de Henry Kissinger? Non, je ne suis pas d'accord avec mon ami Henry. Bon, il y a de mauvaises pages, mais il y a beaucoup d'opinions qui sont présentées, mais cela est précisément compensé par des émissions comme les nôtres. Alors, si vous avez regardé vendredi soir mon émission, et si vous avez apprécié George Bush, si vous pensez qu'il faut lui donner encore une chance, si vous avez aimé sa façon de communiquer avec les gens, eh bien, si ensuite le New York Times de dimanche dit que George Bush n'a pas été très bon, mais ça n'aurait aucun impact chez vous. Alors, cette télévision, ce lien direct, c'est la chose la plus importante dans le monde. Autant que je sache, moi je n'ai jamais vu une station de télévision qui a décidé d'une élection. Alors à CNN, nous essayons d'être équitables. Vous pouvez nous suivre. Et si nous sommes équitables, à ce moment-là, le journal est moins important. Alors, M. Kissinger a le droit de dire qu'il y a plus de journaux qui sont en faveur de Clinton, mais finalement, ça perd sa validité si vous voyez le candidat en vrai. Regardez, Perrault est très populaire. Moi, je connais aucun journal qui l'a suivi. C'est vrai, mais peut-être une dernière question. Quelles sont vos recettes? Les gens disent que vous êtes populaire auprès des candidats parce que votre façon de questionner est plus en douceur, sans agressivité. Vous êtes plus humain à leur égard. C'est vrai? Écoutez, je n'ai jamais prétendu être un journaliste ou quelqu'un qui soudain lance des critiques. Non. Vous savez, moi, je ne vais pas à la télévision en disant je suis un journaliste. Non, je suis un intervieweur. Je fais des interviews depuis 32 ans. Je pose de bonnes questions. Je m'intéresse à savoir pourquoi les gens font ce qu'ils font. Je les laisse répondre. Je ne les interromps pas, sauf exception. Je ne suis pas impoli. Et ma foi, lorsque j'ai reçu une réponse, je lâche le morceau. Mais je ne lâche pas le morceau tant que j'ai pas eu mes réponses. Alors, l'interview parfaite, ça n'existe pas. Mais je dirais que cette année, le public américain connaît bien ses candidats et nous y avons contribué. Voilà. Thank you. Larry King, merci beaucoup. C'est, j'imagine, une leçon pour les journalistes, au moins autant pour les hommes politiques. L'élection américaine, donc, a lieu demain. Les résultats seront connus chez nous en France dans la nuit de mardi à mercredi. Et demain soir, bien sûr, nous vous parlerons de l'Amérique de Clinton. Quelles sont les personnalités à féliciter ou à égratigner cette semaine? C'est le moment du palmarès d'Hervé Dino. Un salut à Mickey qui, à défaut d'avoir totalement séduit les Français, fait rentrer des pépites dans les poches de notre oncle Picsou à nous, le ministre du Budget. Avec sa compagne Minnie, il peut parader car du point de vue devise, il rapporte un maxi, 7 milliards de francs en 1992.
un coup de goupillon pour l'Église. Ce week-end, elle a rejeté officiellement l'obscurantisme dogmatique en réhabilitant Galilée. On pouvait donc penser que le divorce entre l'Église et la science n'était qu'un mauvais souvenir. Pourtant, dans le même temps, les évêques français rejettent ouvertement certaines données objectives. Ainsi, s'il est avéré que le préservatif est aujourd'hui le meilleur moyen de lutter contre le sida, il n'en demeure pas moins que la simple évocation de ce morceau de latex fait monter le pourpre aux joues de nos ecclésiastiques. Nous sommes peut-être faits de chair, mais aussi d'esprit, et c'est toujours l'esprit qui a à voir avec la chair. Dans les questions sexuelles, nous avons une sexualité qui a sa dimension biologique, c'est évident, mais qui est commandée par le sentiment. Et le sentiment, il est en quête d'amour, il est en quête de relations humaines, et pas en quête simplement de plaisir comme le serait un animal. Les animaux pensants qui revendiquent leur part de plaisir apprécieront, tout comme les personnes séropositives qui réclament leur part d'amour. Voilà pour le charnel. Pour ce qui est du spirituel, on peut se demander si l'esprit d'ouverture a aujourd'hui droit de citer dans l'Église. Ça, l'actualité économique maintenant, avec pour la première fois depuis un an une décision très attendue de la Banque de France, une baisse des taux d'intérêt. Jean-Marc Sylvestre, Dominique Vadel. Au-delà des termes techniques, il faut retenir que c'est son taux de référence que la Banque de France a réduit. Inflation maîtrisée, bonne tenue du franc, Bundesbank qui continue à baisser régulièrement le prix de l'argent en Allemagne depuis la mi-octobre. Tous ces éléments se sont conjugués pour décider cette baisse, certes modeste, mais sans doute qu'une étape. Je pense que c'est l'amorce d'une baisse des taux d'intérêt qui se fera de manière beaucoup plus importante en 1993, au mois de mars, lorsque les Allemands seront convaincus qu'ils ont cette marge de manœuvre pour les baisser d'une façon très importante. En France, les taux courts actuellement sont un peu en dessous de 10%. Que l'on puisse considérer que d'ici un an, les taux courts soient à 8%, c'est une hypothèse crédible. Cet après-midi, justement, les trois banques nationales baissaient à leur tour symboliquement leur taux de base, auquel certains autres ne veulent cependant pas toucher. Aujourd'hui, le prix reste le même et il n'y a aucune raison de penser qu'il doive diminuer. La bourse, fermée aujourd'hui, attendait cette baisse avec impatience. Sa réaction demain est en grandeur réelle. Cette baisse des taux d'intérêt, la première depuis un an, constitue surtout un geste politique. Michel Sapin, le ministre de l'économie, a voulu démontrer que l'économie française était sortie victorieuse de la tempête. Une tempête, vous vous en souvenez, qui avait suivi Maastricht. Il veut montrer aussi que la France est capable d'amorcer le processus de détente. Les marchés d'échange ont d'ailleurs assez bien réagi cet après-midi. C'est une réponse enfin aux critiques de gauche ou de droite qui réclament une relance, une autre politique économique. Cela dit, il ne faut pas exagérer ni pavoiser. Cette baisse est symbolique, elle aura peu d'effet. Ça n'est pas parce qu'on a raboté les taux d'un quart de point que les entreprises vont se mettre à investir et que les particuliers vont se ruer sur l'immobilier. 2, elle s'inscrit dans un mouvement général de reflux en Europe. C'est évidemment l'Allemagne, toujours, qui conduit l'orchestre monétaire. Notre mérite est de pouvoir suivre cette musique. Grenoble complètement bloqué aujourd'hui par des camions et des grues. Les professionnels du bâtiment et des travaux publics manifestaient dans les rues. Un secteur en crise où les licenciements se multiplient, un quart de la population de l'Isère est concernée. 20 ans jour pour jour après le vol du premier Airbus, baptême réussi aujourd'hui à Toulouse de l'A330, le dernier né du consortium européen. 5 heures de vol pour ce gros porteur de 440 places, piloté par un équipage franco-allemand. Château-Latour, l'un des 3 grands crus du Médoc, va peut-être redevenir français. Son propriétaire britannique, Allied Lyons, serait sur le point de céder le célèbre cru à AXA, le groupe d'assurance français. Un événement dans le monde viticole. Pour terminer très vite, sachez que Petrosian, l'aristocrate du caviar présent dans le monde entier, est en train de se faire racheter par des capitaux russes. Des capitaux qui viennent de son fournisseur de Moscou, qui a sans doute tout compris du système capitaliste. Et en dollars. Un coup de sang et un coup de cœur pour terminer ce journal. Le coup de sang, parce que les ayatollahs de Téhéran osent annoncer une augmentation de la récompense promise à quiconque lui offrira la tête de Salman Rushdie, l'auteur des versets sataniques. Ce sera donc plus de 2 millions de dollars. Voilà 3 ans, vous le savez, que l'écrivain vit en cachette en Angleterre. Et puis le coup de cœur qui ferait plaisir à Salman Rushdie car il aime le jazz. Le coup de cœur en musique.
Un fils et son père qui joueront en duo demain à la salle Pleyel à Paris. Un duo pour un soir, à l'affiche Michel Petrucciani, le meilleur pianiste de jazz français, et son père Tony à la guitare. Au répertoire, Nougaro, mais aussi Cole Porter, Duke Ellington, Gershwin, tout ce qu'on aime. Dans un instant, la météo de Michel Touret, et j'aurai le plaisir de vous retrouver tout de suite après le journal, puisque ce soir, comme dorénavant tous les lundis, après le journal, vous avez rendez-vous avec Philippe Alexandre et Serge Julie. À tout de suite.